Bonjour. Alors, merci Chris. Et bonjour à vous tous, ou bon après-midi selon vous êtes. Il semble qu'il y a pas mal de monde qui nous suit. Je suis enchanté de vous présenter cette conférence sur Internet, ce webinaire. Alors, permettez-moi de débuter en vous disant que je me connais. Alors, je dois vous avertir. Je sais que l'interprétation simultanée est fournie et je vais tâcher de m'assurer. Je vais faire de mon mieux pour ne pas parler trop vite en parlant plus lentement que d'habitude. Mais je sais aussi, me connaissant, que je vais sans doute à un moment donné accélérer un peu parce que je suis comme ça et je m'enthousiasme. Je suis enthousiaste et j'embarque. Alors, mes excuses à l'interprète ainsi qu'à ceux qui écoutent le français et donc qui risquent de perdre un tout petit peu. Je débute d'emblée. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est trois choses. Tout d'abord, je vais examiner les résultats de notre rapport sur la valeur des terres agricoles produit par Financement agricole Canada, parler de certains des facteurs expliquant les valeurs. On va parler des prix des récoltes, des oléagineux, des céréales, des taux d'intérêt et aussi vous donner un petit aperçu au sujet de l'année 2016 ainsi que 2017. Alors, débutons donc. Alors, résultat de notre rapport du FAC 2015. Voici le portrait au niveau national. Et ce que vous voyez là, c'est de divers résultats. Et en haut à gauche, vous voyez la moyenne nationale qui est de 10,1% d'augmentation de la valeur des terres agricoles. Et je dois vous dire que pour calculer cette moyenne-là, ce que nous avons fait, c'est pas nécessairement une moyenne générale des 10 provinces, mais nous avons pondéré chaque province par sa proportion de terres agricoles. Donc, pour les provinces des prairies, notamment le Saskatchewan et l'Alberta, ils auront une pondération beaucoup plus forte dans la moyenne générale que des provinces du centre ou de l'Est, où il y a moins de terres agricoles proportionnellement parlant. Donc, c'est pas simplement une moyenne générale des 10 chiffres que vous voyez à l'écran. C'est une moyenne pondérée par la proportion de terres agricoles des provinces. Alors, 10,1% de moyenne nationale. Et si vous regardez les provinces qui ont eu les augmentations les plus importantes, c'est mené par le Manitoba suivi de l'Alberta. Ce sont là les deux provinces qui ont eu une moyenne d'augmentation de la valeur des terres agricoles excédant la moyenne nationale. Saskatchewan suit avec 9,4%, le Québec est entre cela et la Saskatchewan à 9,6%. Et sur la côte ouest, c'est 6,5%. En Colombie-Britannique, et vous savez aussi les résultats pour toutes les autres provinces, l'Ontario et dans l'Atlantique. Je crois que c'est important à cette étape-ci de vous dire quel est l'un des aspects importants de ce résultat. Il ne faut pas simplement considérer, par exemple, si vous regardez le Saskatchewan à 9,4%, c'est très important de comprendre que cela ne signifie pas que les valeurs des terres agricoles ont augmenté partout. En effet, si vous pensez à la Saskatchewan, je dois vous dire comment nous avons fait le calcul des chiffres que vous voyez là. Fondamentalement, ce que nous avons fait, c'est que nous regardons un échantillon dans différentes provinces. Les provinces qui ont plus de terres agricoles auront plus de points repères. Donc, nous évaluons la valeur des terres agricoles autour de ces points repères et nous mettons à jour la valeur pour trouver la moyenne provinciale. Donc, le 9,4% en Saskatchewan, par exemple, il est important de comprendre que les valeurs des terres agricoles en Saskatchewan n'ont pas augmenté partout. En fait, en Saskatchewan, la moitié des fermes choisies n'ont fait état d'aucune ou de très faible augmentation, 1 ou 2% de la valeur. Donc, la moitié des repères n'ont montre aucune augmentation et dans quelques rares cas, il y a même eu diminution. L'Ontario est dans une situation semblable. Presque 4% des fermes ont fait état d'aucune augmentation, très faible augmentation. Donc, quand on regarde la moyenne provinciale, ou même au niveau national, bien sûr, et dire que la valeur des terres agricoles augmente partout de X, Y, ce n'est pas du tout précis. Il faut regarder chaque région particulière
Et donc, il faut faire attention de ne pas tirer des conclusions erronées au sujet de ce qui se passe chez vous. À partir de moyenne. Passons maintenant, avec un peu de recul, à regarder ces résultats nationaux et leurs variations dans le temps. Vous avez là les résultats des 20 dernières années. Quand vous voyez la valeur des terres agricoles ont augmenté ces 20 dernières années, il n'y a eu aucune diminution de la valeur au niveau national. La dernière fois que les valeurs ont diminué, c'était environ 2%, c'était en 92. Donc, pendant 25 ans maintenant, la valeur des terres agricoles augmente, mais cette augmentation a été très importante de les années 2011, 12, 13 que par les années antérieures. L'une des choses que je veux souligner, c'est que pour la deuxième année, nous avons une diminution du taux d'augmentation. Donc, 2015 à 10,1 est plus bas que l'augmentation en 2014, qui lui-même était plus bas que l'augmentation vécue en 2013. Passons maintenant au diapo suivant. Ça, c'est l'évolution donc de la valeur au niveau national, le changement annuel de la valeur. Mais si je fais un exercice semblable seulement pour les 5 dernières années plutôt que les 10 dernières années, parce que c'est plus facile de présenter des tableaux de la sorte. Donc, je regarde seulement les 5 dernières années et je ne regarde que les Québec, l'Ontario et le Manitoba. Là, si vous regardez le Québec et l'Ontario, vous voyez que l'augmentation la plus importante de ces 5 dernières années a eu lieu en 2012. Donc, ça fait 3 ans pour ces deux provinces qu'il y a eu une diminution du taux d'augmentation de la valeur moyenne. Donc, la valeur des terres agricoles continue d'augmenter, mais moins rapidement ces 3 dernières années qu'en 2012. Le Manitoba, c'est quelque peu semblable, bien que les changements du Manitoba sont devenus stables sur 2 périodes de 2 ans. Donc, il y a eu 2 augmentations importantes, suivies de 2 augmentations presque identiques moins importantes. Mais le Manitoba était la province où, en moyenne, il y a eu la plus grande augmentation en 2015. Donc, passons plus à l'ouest. La Saskatchewan, l'Alberta et la Colombie-Britannique. En Saskatchewan, vous savez encore cet atterrissage en douceur, une augmentation moindre des valeurs ces dernières années dans ce cas-ci. La Saskatchewan a montré des augmentations extrêmement importantes dans les années menant jusqu'à donc 2011 et 2012, et maintenant les augmentations sont moins importantes en valeur des terres agricoles. L'Alberta, c'est assez constant, avec un taux un petit peu supérieur en 2015 qu'en 2014. C'est peut-être quelque peu surprenant, étant donné que beaucoup de gens, y compris moi-même, ont cru qu'avec la baisse du secteur énergie, cela aurait créé un effet négatif de richesse et ralenti l'accélération des prix des terres agricoles. On en discutera un peu plus tard. Et encore, le Britannique, l'augmentation est supérieure d'année en année, mais il ne faut pas se tromper. La valeur de base est plus élevée au départ. Il y a une faute de frappe là, Colombie-Britannique. Donc la base, le prix de base des terres agricoles en Colombie-Britannique est plus forte partant. Et si vous reculez à plus de 5 ans, si vous reculez par exemple il y a 10 ans, là, donc si on recule il y a 10 ans, jusqu'en 2013, vous auriez constaté que la valeur des terres agricoles en Colombie-Britannique était assez stable parce qu'il partait d'un haut niveau. Mais je trouve intéressant de noter que en 2015, il y a eu un taux d'augmentation pas mal plus important que dans les 2-3 années antérieures, ce qui coïncide avec des recettes de récolte en ralentissement et la baisse du dollar canadien qui a une incidence importante pour ce qui est des ventes de récoltes en Colombie-Britannique. On en parlera plus tard. Et maintenant, pour aller complètement dans l'est du pays, si vous regardez les provinces de l'Atlantique, moi je vous dirais que c'est un peu plus aléatoire. Bon, disons pas aléatoire, mais on voit pas de tendance.
Et je vous dirais que c'est simplement à cause des diverses cotes. C'est un marché beaucoup plus diversifié dans l'Est d'utilisation des terres agricoles et à cause de ça, certains des facteurs, par exemple les oléagineux, c'est différent des patates ou des légumes de champ. Et donc, c'est un portrait beaucoup plus diversifié pour les provinces de l'Atlantique pour ce qui est de la récolte. Mais dans l'ensemble, peut-être avec l'exception de Terre-Neuve et Labrador, dans l'ensemble, vous voyez que le taux d'augmentation est plus basse en 2015 qu'elle l'est en 2004, qu'elle l'était en 2014. Bon. Alors voilà le portrait au niveau national ainsi qu'au niveau de chaque province. Passons maintenant et parlons de certains des facteurs influençant la valeur des terres. Je vais parler de deux facteurs spécifiques que je crois être les plus importants. Ensuite, je mentionnerai d'autres facteurs qui ont une incidence plutôt locale. Les deux facteurs que je crois avoir une incidence nationale les plus importants sont d'abord les taux d'intérêt et les recettes de vente des produits agricoles. Alors, je débute avec les taux d'intérêt, même si c'est le deuxième moins important. Bon, la croissance économique en 2015 a été très au ralenti. Si vous regardez le dernier trimestre de croissance économique en 2015 et vous comparez ça au dernier trimestre de 2014, on voit 0,5% d'augmentation du PIB, le produit intérieur brut. Donc, sans doute qu'on peut dire que l'économie est stagnante, pas tout à fait une récession, mais sur le bord. Donc, une croissance bien inférieure à la moyenne traditionnelle. Ce qui fait que les taux de la Banque du Canada a été coupé deux fois en 2015. Tout d'abord au mois de janvier 2015 et de nouveau un autre 25 points de base ou 0,25 en juillet 2015. Alors, quelle est l'incidence de tout cela? Eh bien, j'aimerais souligner dans ce graphique qui est le taux d'emprunt effectif qui est calculé par la Banque du Canada. Ça, c'est une moyenne pondérée de tous les produits de prêt disponibles sur le marché financier. Alors, des prêts à terme avec différents termes, taux fixes, taux variables, tous azimuts. Donc, ce que la Banque du Canada fait, c'est qu'elle fait ce taux d'intérêt effectif pour entreprise qui vous donne une idée de ce qui arrive avec les taux d'intérêt pour les prêts d'affaires. Et ce que j'essaie de souligner par les flèches rouges ici, c'est que après une première coupure du taux d'intérêt de la Banque du Canada, vous avez vu les coûts d'emprunt ont baissé de façon importante après la première flèche rouge, même si la baisse du taux de la Banque du Canada n'était que de 25% de base. Ça a suivi d'une coupe de la banque du taux interbanque de 0,15%. Donc, le taux moyen pour les hypothèques de 5 ans fixes a baissé de 0,5%. Et ça produit tout un choc dans le marché financier. C'était quelque peu inattendu, et ce qui a fait baisser les coûts d'emprunt. Et quand les taux d'intérêt baissent, et cela augmente la demande pour des terres agricoles, donnant lieu à des prix supérieurs. Du moins potentiellement. Une deuxième coupure du taux de Banque du Canada a été fait au mois de juillet. C'est la flèche rouge de droite du graphique, et cela a aussi fait baisser les coûts d'emprunt, mais pas autant qu'en début d'année. Donc, dans l'ensemble, les coûts d'emprunt ont baissé et sont demeurés bas pendant les 6 premiers mois d'année. Mais ce que je trouve intéressant également, et c'est critique, par rapport à l'évolution des valeurs des terres agricoles de 2016 et 2007, on voit une augmentation des coûts d'emprunt dans la deuxième moitié de l'année. À droite du graphique, ce que je veux vous faire voir ici, et oui, la Banque du Canada a annoncé hier que son taux va demeurer où il est. Donc, on ne verra pas d'augmentation du taux de la Banque du Canada bientôt. Mais ce que je vais illustrer ici, c'est que la Banque du Canada et son taux d'intérêt, c'est une chose, mais ce n'est pas tout. Il y a beaucoup d'autres éléments. Il y a plus de mouvements dans les taux d'intérêt auxquels les entreprises doivent faire face. Et il faut suivre de cela. Et j'en parlerai plus longuement quand je parlerai de l'aperçu pour 2016-17. Je crois que les coûts d'emprunt dans l'ensemble
reste bas, mais il ne faut pas regarder seulement ce qui se passe avec la Banque du Canada. Un autre facteur important était les prix, les recettes. Et je vais parler ici des récoltes céréalières. Alors, quand on pense aux recettes, il faut penser à deux choses. Les prix et la production. Du point de vue prix, voici le prix des grains oléagineux, des céréales oléagineux qui, au cours des 5 dernières années, oui, le soya est sur une tendance baissante pour les, ça c'est en dollars américains la tonne, hein, et ou le boisseau, et on voit une tendance à la baisse pour le blé aussi. Nous voyons au mois de juin un prix assez plat pour ce qui est des prix en 2015. Ça, c'est les prix en dollars américains, mais bien sûr, il faut convertir ça en dollars canadiens, tenant compte de plusieurs facteurs, dont le taux de change, bien sûr, et aussi le niveau de base ici au Canada. Donc, quand je convertis ces prix américains en prix reçus par les producteurs canadiens en 2015 en moyenne, et ça, c'est le prochain graphique. Et je ne sais pas si je peux faire cela avec le webinaire, mais je vais essayer de passer d'un graphique à l'autre en dollars américains et le graphique suivant qui est en dollars canadiens. Alors, en dollars américains, vous l'avez là. Alors, je passe entre les deux. Alors, j'espère. Donc, là, vous voyez les dollars canadiens. J'espère que c'est ce que vous voyez là. La différence entre les prix du blé et du maïs et du soya entre les deux marchés. La variation entre les deux marchés. Ce qu'il faut dire ici, c'est que le taux de change a eu une influence importante sur les recettes agricoles et cela a empêché les prix canadiens de subir la baisse générale des prix américains, comme vous le voyez sur le graphique américain. Il y a peut-être eu un changement donc dans les prix des céréales oléagineux, pas un grand baisse. On a atteint un plateau dans le cycle et là, il y a une tendance à la baisse en dollars américains. Mais sans doute, nous allons trouver le fond du cycle qui sera plus haut que la moyenne entre 2000 et 2005. Je recule donc jusqu'à 2010 seulement sur ce graphique. Donc, des bons prix dans l'ensemble, malgré le déclin. Les prix canadiens sont eux demeurés stables. Ils sont demeurés assez élevés. Et cela, c'est à cause de la faiblesse du dollar canadien. Ça a donné qui a perdu 17% de sa valeur par rapport au dollar américain en 2015 par rapport à 2014. Alors, j'aimerais attirer vos attentions aux deux dernières lignes rangées du tableau que vous voyez là. L'avant-dernière ligne compare l'année 2014 et 2015 sur la production des grains oléagineux, des céréales oléagineux, et la dernière ligne compare 2015 à la moyenne des 5 années précédentes. Et comme vous le voyez, la production de 2015 a été forte, oui. Il y a eu une baisse pour le blé quand on compare aux années antérieures et même à la moyenne des 5 ans, mais tout le reste a augmenté, ce qui compense la baisse de la production de blé que vous voyez là. Donc, dans l'ensemble, de bons volumes, des petits problèmes de qualité en 2015 selon l'endroit dans le pays. Par exemple, on pense à l'Alberta, mais dans l'ensemble, une qualité correcte, une bonne production au niveau national, ce qui, encore une fois, appuie les recettes agricoles globales. Alors, les recettes et les taux d'intérêt sont les deux facteurs les plus importants pour la valeur des terres agricoles, mais il y a aussi d'autres facteurs. Par exemple, les producteurs laitiers. C'est pas souvent que les producteurs laitiers diversifient ou achètent d'autres terres, mais en 2015, ça n'a pas été une bonne année pour les producteurs laitiers. Le prix du lait, notamment pendant l'été, a subi une baisse importante à cause des défis auxquels l'industrie laitière fait face. L'augmentation de la demande pour la matière grasse, mais un excès de solides non gras, ce qui a fait baisser le prix standard de l'hectolitre. Mais malgré cette baisse qu'on a vue dans certains endroits du pays, les producteurs laitiers ont tâché à certains endroits d'étendre la quantité de surface de sol qu'ils ont. Et en Saskatchewan, tout dans l'année, quand je vous disais que la moitié des endroits repères n'avaient pas vu d'augmentation importante dans la valeur des terres agricoles, malgré que la moyenne était 9,4 ou 6%, 9,4%.
dont nous faisons état pour la Saskatchewan, les fermes repères qui avaient les plus grandes augmentations sont situées dans des régions où on voit une forte concentration de légumineuses, parce que les légumineuses, il y a eu une bonne année. Et on pense que ça va être une année fantastique pour les légumineuses en 2016. C'est ça qui a augmenté les recettes agricoles dans cette réunion, donnant lieu à des valeurs des terres agricoles plus élevées. Donc, les producteurs de bétail ont aussi eu une bonne année, ont essayé d'étendre leur superficie. Donc, il faut aussi changer où je suis situé, quelles sont les industries qui sont situées dans mon coin de pays. Et est-ce que ces secteurs-là évoluent, comment est-ce qu'ils ont évolué récemment et comment est-ce qu'ils vont évoluer? Et donc, quel sera l'aperçu pour les quelques années devant nous? Ça, c'est une tendance sur la valeur globale des terres agricoles. À cause des prix de ces autres secteurs et pas seulement les céréales et oléagineux. Quand on pense aux autres légumes, fruits et légumes, par exemple, aux autres produits, notamment à cause de la faiblesse de l'or canadien ont bien fait. Donc, j'essaie de vous indiquer ce qui s'en vient quand je vais parler de l'aperçu dans quelques années. Beaucoup de cet aperçu résulte de l'aperçu pour le dollar canadien. Alors voilà où nous en sommes. Alors maintenant, une mise en garde, un bémol avant de parler des perspectives. Ce que j'essaie de faire ici, c'est de sortir ma plus belle boule de cristal et de partager avec vous certaines des observations que nous, Financement agricole Canada, constatons. Alors, ce ne sera pas une prévision ferme que vous pouvez amener à la banque, si j'ose dire, mais c'est un peu ce que nous voyons, les tendances du marché que nous voyons. Alors, gardez ça à l'esprit. On n'est pas en train de faire des prévisions fermes, mais parler de certaines tendances pour certains aspects de l'agriculture. Alors, les recettes en production végétale. Alors, voici deux situations quelque peu différentes. Et j'ai choisi ces deux provinces-là qui présentent des situations différentes délibérément parce que tout le reste est entre ces deux extrêmes. Donc, entre l'Ontario et la Saskatchewan, pour être précis. Si vous observez 2015, qui techniquement est encore une prévision, nous n'avons pas les derniers chiffres fermes pour les derniers mois de production de 2015, mais nous sommes assez sûrs des données que nous avons. On a eu 9 premiers mois fermes, on sait quels étaient les prix, mais nous n'avons pas les recettes officielles, mais nous savons ce qu'étaient les prix dans les 4 derniers mois, donc on a assez confiance dans la prévision que vous voyez là. 2016, c'est une prévision absolument pure, il faut faire des prévisions sur des rendements pour la récolte de 2016. On prévoit que ça va être un rendement moyen, un peu à la hausse, parce qu'il y a une tendance générale à la hausse depuis très longtemps déjà. Il y a aussi des questions de météo auxquelles on peut faire face en 2016. Il faut faire des hypothèses au sujet des prix. On va utiliser le marché par rapport aux prix anticipés pour les produits principaux. Il nous faut aussi faire des hypothèses au sujet de la valeur du dollar canadien. Par rapport au dollar canadien, l'hypothèse, c'est que ça va demeurer à 76 sous pendant l'année. Ça, c'est toute une hypothèse là, importante, et je reviendrai là-dessus plus tard. Par rapport au prix, ces prévisions ont été calculées avant les dernières semaines. Les États-Unis ont publié des données. Si vous suivez les nouvelles, vous savez que les intentions, notamment pour le maïs, ça c'est de mise en terre, n'étaient pas aussi élevées pour le nombre de la superficie ensemencée prévue par les producteurs pour 2016. Par rapport à 2015. Donc, les prévisions des agriculteurs ou les intentions de semis sont en baisse, ou sont élevées, ce qui a fait baisser il y a quelques semaines les prix du maïs. Donc, cette prévision, les prévisions que vous voyez ici, ont été faites avant ces annonces d'intention aux États-Unis. Malgré cela, nous n'anticipons pas que nous devons les mettre à jour par des chiffres très différents. Ce que vous voyez là, la valeur du dollar canadien sera beaucoup plus importante. Alors, nous croyons donc que les projections de recettes sont à peu près à plat en 2016. Comme vous voyez là, à peu près aucun changement
dans les recettes pour 2016. Quand on regarde différentes provinces, bon, qui ont différents prix, les tendances à la baisse en 2016 pour le maïs en Ontario, et par exemple en Saskatchewan, il y aura une augmentation, comme vous voyez, de 2016 par rapport à 2015, notamment à cause des perspectives pour le canola qui est positif, alors que la prévision pour le blé ne l'est pas tellement. Encore une fois, peut-être à cause de ce qui a été révélé il y a quelques semaines pour le nombre d'acres d'ensemencés en blé aux États-Unis, ce qui incite à penser qu'on va ensemencer plus de blé en Saskatchewan dans l'année et que les légumineuses seront fortes. Alors, malgré la baisse en Ontario de 2,7%, moi j'appelle ça à peu près constant avec les dernières années. Et je pense que c'est l'élément clé. Si on me demande que pensez-vous de 2017, alors là, c'est un peu plus loin. Mais là, je vous dirais, si nous pouvons maintenir les recettes, peut-être pas au niveau le plus élevé. Donc, 2015 a été une année record. Et on s'attend à ce que 2016 soit très légèrement en baisse par rapport à 2015. Mais si nous pouvons maintenir ce même niveau à peu près, donc même si nous voyons une très légère baisse, parce que le cycle est à la baisse, tant que l'on maintient au niveau assez élevé de recettes, je pense qu'on pourrait maintenir les valeurs des terres agricoles que nous avons dans le marché. Alors ça, c'est le facteur le plus important à garder à l'esprit. La valeur canadienne joue un rôle critique dans tout cela. Et en 2016, ce que nous allons faire, c'est que nous allons suivre de près la valeur du dollar canadien. Si vous regardez les marchés en ce moment, et vous regardez les marchés ces dernières semaines, vous aurez vu une tendance claire à la hausse pour le dollar canadien. J'ai regardé plus tôt ce matin, c'était juste en bas de 78 sous. C'était juste légèrement en haut de 78 pour quelques heures hier. 78 est un niveau de résistance clé. Si vous regardez les graphiques de valeur du dollar canadien, chaque fois ces dernières années qu'on a approché de 78 ou qu'on a frappé 78, le marché n'a pas pu faire avancer le dollar plus loin. Mais une fois qu'on dépense 78, si jamais cela se produit, je ne serais pas surpris du tout de voir le dollar canadien monter jusqu'à 80 et même dépasser 81. Mais je pense qu'en moyenne en 2016, nous prévoyons que le dollar canadien terminera l'année en bas de 80 sous. En bas de 75, mais en bas de 80. Donc, nous avons pris une prévision d'un dollar canadien à 77 sous quand on prend nos prévisions pour l'ensemble. Donc, peu importe, c'est très important si on passe le niveau de résistance de 78 sous, et c'est là que nous en sommes exactement aujourd'hui même. Si on perd ça pendant plusieurs jours ou semaines, je ne serais alors pas plus que cette tendance à la baisse, à la hausse du dollar se poursuivre, peut-être perçant même la barrière de 80 sous. Mais il me semble que les États-Unis n'augmenteront pas les taux d'intérêt bientôt. Il y a encore une probabilité que la Banque du Canada appuie l'économie comme il le fait depuis un bout de temps. Si vous regardez les chiffres de l'emploi au Canada, indicateur clé de la santé de l'économie canadienne, on voit ceci. Je pense qu'on est à peu près là où on s'attendait à être. On a eu, bon, c'est pas très beau, là, quand vous regardez ça. Les manchettes nous induisent en erreur. Quand je parle de chiffres positifs de l'emploi, ce que je signifie là, c'est que les chiffres de l'emploi pour le mois de mars, vous voyez à l'écran, la barre rouge pour 2016, ça c'est les chiffres du mois de mars. Ils étaient meilleurs que ceux du mois antérieur. Donc ça va prendre plus qu'un mois pour pouvoir nous convaincre que nous avons réglé tous les problèmes qui avaient été déclenchés par la baisse du secteur énergétique. On n'est pas encore là. Et je pense que les choses vont peut-être même s'empirer avant de s'améliorer. Mais nous approchons du moment où on va pouvoir dire, ah, ça y est, l'aperçu ou la perspective pour l'économie canadienne est à la hausse. Il ne semble pas d'ailleurs que la Banque du Canada va couper son taux de base. Si jamais il le fait, cela pourrait faire baisser les coûts d'emprunt et empêcher de la sorte le dollar canadien de monter. Tout dépend de la santé de l'économie canadienne en regard de l'économie américaine. Il y a aussi un autre facteur. Presque tous les indicateurs pour 2016 sont disponibles et qui sont la demande de semences. Par exemple, ça va prendre quelques temps avant que l'on voit
un rebond dans le marché du pétrole qui va amener les prix plus élevés que le niveau où ils sont en ce moment. Alors voilà pour les recettes. On s'attend à ce que 2016 soit une bonne année. Pour ce qui est des taux d'intérêt, est-ce que ça va être plus bas pour plus longtemps? Peut-être pas. On n'est pas si sûr que ça va être plus bas. Comme je l'ai dit, c'est une chose de mettre l'accent sur le taux de la Banque du Canada, mais c'est une erreur de ne regarder que cela. C'est ce que j'essaie d'expliquer en début d'exposé, et ça, je vous le présente de nouveau ici. C'est très important pour les exploitations que nous suivons ce qui se passe dans l'économie plus largement, pas seulement dans votre secteur de production, mais d'autres secteurs de production ici, et aussi de consulter votre conseiller financier, votre comptable, pour regarder différents scénarios. Parce que ça porte à confusion que de mettre l'accent sur le taux de la Banque du Canada seul. Comme vous l'avez vu plus tôt, quand on regarde les coûts d'intérêt les 6 derniers mois de 2015, malgré le fait que la Banque du Canada n'a pas varié son taux d'un iota, les coûts d'emprunt ont augmenté. Pourquoi? Me dites-vous? Si la Banque du Canada n'a pas fait varier ses taux, c'est peut-être qu'il y a plus de risques dans l'économie. Il y a plus de pertes à cause du ralentissement que nous voyons notamment dans l'Ouest, n'est-ce pas? Plus de pertes, plus de risques, des taux d'intérêt augmentent, tels que demandé par les institutions financières. Il faut garder ça à l'esprit en 2016 et peut-être vers la fin de l'année. L'économie va peut-être prendre un peu de vitesse et peut-être là, les coûts d'emprunt vont augmenter sans qu'il y ait encore une fois d'augmentation de la part du Banque du Canada. Alors, dans l'ensemble, et pour conclure, je suis optimiste par rapport à la perspective en général, notamment pour les produits agricoles et les terres agricoles. Nous prévoyons que les recettes seront assez fortes, peut-être pas une année record comme on a vu en 2015, mais quand même une année très forte en 2016. Le revenu en espèces nettes vient de mettre l'accent sur les revenus, mais il y a aussi les dépenses. Les dépenses, on prévoit qu'ils vont augmenter d'environ 2%, 2 à 3%. Le tout, beaucoup dépendra du rendement du dollar canadien. Les dépenses augmentent si le dollar canadien demeure bas. Donc, le revenu en espèces nettes devrait augmenter en 2016, si vous regardez les prévisions faites par certains groupes, mais demeureront supérieurs à la moyenne des 10-15 dernières années. Donc, c'est une année assez optimiste, mais je vous mets en garde de ne pas fonder vos décisions sur des données récentes ou les observations au sujet de la valeur des terres agricoles récentes. Il y a un atterrissage en douceur de ces prix-là et je pense que la tendance à terme, c'est des augmentations moins hautes, comme on a vu par exemple dans la période 95 à 2005, plus donc en ligne avec l'inflation générale dans l'économie et avec aussi la des tendances de productivité à long terme des terres agricoles qui, lui, se situent aux environs 2% annuellement. Alors, voilà ce que j'ai à vous dire et je remets la parole à Chris qui va modérer la période de questions et réponses que nous entamons maintenant. Merci, JP. Comme d'habitude, des éléments très intéressants que tu nous as présentés là. Merci beaucoup. J'ai noté particulièrement le fait qu'il faut regarder ce qui se passe autour de nous, et très prudent ce qui se passe dans d'autres industries, ce qui se passe chez eux. Ce que nous trouvons ici à Gestion agricole Canada, c'est que les gens viennent nous voir, mais sans avoir bien réfléchi à leurs choses. Alors, c'est très important de regarder un peu partout. Alors, je suis heureux de vous dire que nous avons un nouveau record aujourd'hui. C'est peut-être l'auditoire le plus grand. Donc, vous êtes très recherché, cher Monsieur Gervais. Alors, j'entame tout de suite avec une question de Brand. Croyez-vous qu'il faut repenser à la politique gouvernementale ou des changements aux lois de l'impôt pour faciliter la transition des terres agricoles à haute valeur? Question intéressante, en effet. Nous en sommes au point. Le gouvernement veut justement lancer des consultations par rapport à la prochaine génération de programmes du gouvernement. Donc, on fait une transition de Cultivons l'avenir 1 et 2 vers une autre suite de programmes du gouvernement, une nouvelle stratégie agricole du gouvernement, et j'encourage les gouvernements
et toutes les parties prenantes de penser à la relève. Ce n'est pas simplement une responsabilité du gouvernement. Je vous dirais tout d'abord que c'est la responsabilité des producteurs de s'assurer qu'ils ont un plan de relève. Alors la question à ce moment-là, c'est de savoir comment le rendre plus facile. Et bien sûr, c'est beaucoup plus facile de transférer des actifs agricoles que ça n'a été de par le passé. On dit toujours que l'agriculture a été un domaine à forte intensité de capital, n'est-ce pas? En immobilisation, ce n'est pas différent maintenant que de par le passé. Peut-être un peu plus difficile avec les fortes augmentations de valeur des terres agricoles. Tout d'abord, avoir un plan de relève, donc travailler avec votre réseau de partenaires de conseillers pour monter ce plan et peut-être, étant donné ce qu'on a vu dans l'augmentation des valeurs des terres agricoles ces dernières années, peut-être verrons-nous des programmes qui vont tenir compte des aspects spécifiques du secteur agricole. L'interprète est désolé. Chris, on n'a pas entendu ce que tu avais à dire. Chris, on nous demande si vos prévisions sont pour les céréales et oléagineux ou toutes les récoltes. Toutes les récoltes. Toutes les récoltes. Oui, j'ai mis beaucoup d'accent sur les céréales et oléagineux. Dans de nombreux cas. Bon, je ne citerai pas de pourcent parce que ça va varier, par exemple, entre la Saskatchewan et l'Ontario, mais beaucoup de ces recettes proviennent de céréales et oléagineux, mais ça s'applique à toutes les récoltes. Et comme je l'ai dit, on parle aussi de fruits et légumes. Beaucoup des facteurs de profitabilité sont les mêmes que pour les céréales et oléagineux, mais il y a aussi la météo aux États-Unis qui peuvent affecter les récoltes. Par exemple, la sécheresse en Californie, mais le faible dollar canadien a une grosse incidence sur les recettes agricoles partout. Merci beaucoup. Je vais dire Jean, mais c'est peut-être Jean. Cette personne partage une question que moi j'ai toujours. Quel rôle le partenariat transpacifique va-t-il jouer? Bien, vous savez, le partenariat transpacifique sera un facteur important de revenus agricoles au Canada, parce que si on ouvre là un marché étranger aux viandes, aux céréales et oléagineux et d'autres produits qui vont concurrencer notre secteur sur la gestion de l'offre, potentiellement, ça peut avoir un impact important sur les revenus agricoles. Mais, cela étant, c'est tellement loin à l'avenir. Bon, bien sûr, on va voir ce qui se passe. On va suivre le débat au Canada sur la mise en œuvre ou non de ce partenariat. Non seulement le débat ici, mais le débat aux États-Unis aussi, où c'est pas chose faite. À mon avis, que ce sera ratifié. Le Congrès américain est en train de diviser en ce moment. Mais pensons au secteur laitier, qui est souvent mentionné comme un secteur plus durement frappé par le partenariat transpacifique. Moi, je vous dirais qu'on a des problèmes beaucoup plus importants dans le secteur laitier maintenant que nos ententes commerciales. J'ai fait allusion quelque peu. Et quand on regarde la profitabilité qui subit des pressions en ce moment même, et ça ne suit pas des ententes commerciales, ça résulte d'un excès de solide non gras et l'importation des protéines de lait frais des États-Unis. Et ça ne résulte pas des ententes commerciales futures. Oui, bien sûr, nous allons le faire. Il y a beaucoup d'enjeux beaucoup plus urgents à court terme dans les 2 ou 3 prochaines années qui vont avoir une incidence plus importante sur les revenus agricoles que les ententes commerciales. Merci, JP. Alors, Perchard a une question touchant les investissements étrangers. Avons-nous de l'information sur les achats de terres agricoles par des étrangers, notamment par des Chinois? Est-ce que cela a une incidence sur les valeurs? Réponse. Nous avons très peu de données au sujet de la propriété étrangère de terres agricoles. Je sais que l'Université de Guelph a fait une étude sur la propriété intérieure et étrangère de terres agricoles et aussi avec les différentes sortes de propriétaires, même canadiens. Est-ce un producteur à la retraite qui laisse la terre en jachère ou est-ce
quelqu'un qui n'est plus en agriculture, mais qui possède des terres agricoles, si je compte sur les résultats de cette étude qui fondamentalement regardait un coin spécifique de l'Ontario sud-ouest, la propriété étrangère joue un rôle marginal au Canada. Je ne nie pas qu'il y a de plus en plus d'intérêt dans les terres agricoles par des acheteurs non traditionnels. Je parle de gens qui ne sont pas des agriculteurs, qui ne produisent pas et qui ne vivent pas dans les communautés rurales. Je ne nie pas que ce phénomène est en hausse, bien sûr, mais pour ce qui est de son incidence, je vous dirais qu'à ce moment-ci, ce que nous voyons, c'est que la vaste majorité des transactions sont sont en producteurs. Donc, quelqu'un qui doit couper, un autre qui veut augmenter, transfert entre des générations ou autre chose. Donc, les facteurs, c'est vente en producteur. Et il y a une plus grande attention et un certain intérêt dans nos terres agricoles provenant de d'autres sources, mais c'est quand même la vaste majorité des ventes, c'est à des producteurs. Malheureusement, nous n'avons pas de données sur la propriété étrangère de nos terres agricoles. Merci, JP. Prochaine question qui vient de notre ami York, qui nous dit, sur une base provinciale, quand on voit des différences locales dans les prix, est-ce qu'il y a des tendances là, tendances plus générales? Je vous avais dit dans mon exposé que ce n'est pas toutes les terres agricoles qui augmentent en valeur. Par exemple, en Saskatchewan, je vous l'ai dit que la moitié des points repères utilisés dans notre calcul, elles n'ont pas subi d'augmentation, une augmentation très faible. Alors, y a-t-il quelque chose dans ces points repères qui n'ont pas d'augmentation, une faible augmentation? Est-ce qu'ils ont quelque chose en commun? C'est ça que je me pose comme question. Alors, il y a une des choses que ces points repères partagent, c'est qu'ils ont augmenté beaucoup par rapport aux années antérieures. Donc, ces terres agricoles qui ont augmenté beaucoup dans les années antérieures, eh bien, en 2015, il y a une très faible augmentation, ça demeure stable. Mais pour les terres qui n'avaient pas fait état d'augmentation importante dans les quelques années antérieures, ça, c'est les terres qui ont fait état d'une plus grande augmentation en 2015. C'est du rattrapage, autrement dit. Par exemple, on peut se demander pourquoi le Manitoba augmente plus rapidement que l'Ontario. Eh bien, la base est plus faible. Et il n'y avait pas eu des augmentations importantes qu'il y a eu en Ontario dans les années antérieures. Donc, c'est un peu de rattrapage qui se fait dans certaines provinces, à l'intérieur des provinces. Ce serait là l'observation la plus commune par rapport aux repères qui montrent une faible ou aucune augmentation. On les a vus avoir augmenté beaucoup antérieurement et maintenant ils demeurent stables cette année, ou 2015. Je voulais simplement dire à Burke, bon, qu'il vient de répondre à sa question au sujet du Manitoba. Donc, Burke, je n'ignore pas ta question, JP vient d'y répondre. Maintenant, Dick, qui pose la question de savoir, avez-vous des idées sur l'élasticité de prix sur le prix des terres agricoles? Bon, ça, c'est quelqu'un qui a une certaine connaissance économique pour parler d'élasticité de prix, terme économique. Non, nous ne parlons pas d'élasticité du prix des terres agricoles, bien sûr. J'ai parlé beaucoup au sujet de la demande de terres agricoles, bien sûr, en expliquant les évolutions de prix dont nous faisons état aujourd'hui. Mais il y a un autre volet, c'est l'approvisionnement, c'est l'offre. Et l'offre est très serrée, l'offre de terres agricoles est très serrée ces dernières années. Par exemple, si les revenus ne baissent pas et que les taux d'État restent bas, ce qui provoquerait une forte demande pour les terres agricoles, mais si pour une raison quelconque, on voit plus de terres agricoles en offre, cela pourrait mettre une pression à la baisse sur les prix. Ça, c'est une des choses qui est très, très difficile à faire et c'est pour ça que il faut être prudent. C'est très difficile d'avoir des données là-dessus. Nous savons qu'en moyenne, il y aura un roulement de 2 à 3% des terres, mais c'est plus des anecdotes que des données fermes. Nous savons que récemment, la quantité de
roulement des terres agricoles est faible par rapport à ce qui s'est vu il y a 10-15 ans. Donc, c'est une autre chose sur laquelle nous allons continuer à observer au cours de l'année. Mais comme je l'ai dit, c'est difficile parce qu'on n'a pas beaucoup de données pour pouvoir tirer des conclusions à partir de ce chiffre. Alors, l'élasticité, c'est compliqué à calculer. Ça prend beaucoup de données parce que ça compare l'offre et la demande. Et l'offre est faible. Les taux d'intérêt, bon, on parle des taux d'intérêt et de leur incidence sur la quantité de terres agricoles disponibles. Tant que les taux d'intérêt disponibles bas, l'offre de terres agricoles dans le marché demeure serrée parce que les producteurs auront un incitatif de conserver leurs terres, sachant que s'ils vendent, bon, ils vont prendre le capital, et ce capital lui-même a un très très faible rendement. Donc, il y a différentes... bon, c'est très difficile donc de calculer une élasticité des prix des terres agricoles. Bon, je suis bien content que toi tu savais ce qu'il voulait dire quand il parlait d'élasticité du prix, hein? Alors, passons maintenant à Earl qui pose la question. L'appui du gouvernement américain est à un niveau record en matière de subventions. Est-ce que le Canada devra donner suite? Ce n'est pas à moi de prendre une décision là-dessus. Je suis pas si sûr. Je vois que l'appui du gouvernement américain a changé au fil des années. Je crois que l'un des éléments clés, c'est que il y avait des programmes de paiement direct pour certains produits de base. On peut aussi parler des prêts de mise en marché, mais clairement, les programmes américains sont structurés autour de l'assurance récolte qui est subventionnée. Et ça, de loin, est la dépense la plus importante dans les programmes américains, notamment pour les céréales et oléagineux. Et on peut aussi parler de l'assurance à la marge pour les producteurs de bétail et de lait. Mais quand il s'agit d'assurance récolte, c'est de loin la plus grande dépense des programmes de subvention du gouvernement américain. Ça, bien sûr, il faut le suivre. La valeur des terres agricoles aux États-Unis, en fait, ont baissé dans le Midwest jusqu'à 6% dans certains États, mais dans l'ensemble, la valeur des terres agricoles aux États-Unis sont à plat. Ils ont augmenté de 0,7% en 2015 en moyenne. Au niveau national, on a vu un peu de déclin dans le Midwest américain, ce qui n'est pas surprenant parce que à cause des recettes. Au Canada, les recettes, ça a été une année record en 2015, alors qu'aux États-Unis, il y a eu une baisse de 9% dans les recettes des récoltes. Et la différence entre le Canada et les États-Unis, eh bien, c'est le dollar canadien qui a fait la différence. Et ça, c'est une raison pour laquelle il faut continuer à observer la valeur du dollar canadien. Inaudible. Merci pour cette réponse, JP. On a un autre dont je t'ignore pas. Il y avait une question qui venait du français au sujet des coûts des terres agricoles aux États-Unis. C'est pour ça qu'il y a eu un moment de silence là. Alors maintenant, Cameron, qui nous dit, bon, merci beaucoup pour l'exposé. Sa question est la suivante. Veuillez nous parler de l'influence des prix du pétrole sur les prix de la valeur des terres agricoles. J'ai fait allusion à cela. Merci de pouvoir en parler plus longuement. Nous nous attendions, dans nos prévisions de l'année passée, nos prévisions donc pour 2015, donc on recule 12 mois en arrière, là, et dans notre prévision économique pour 2015, on s'attendait à une augmentation moins importante des valeurs des terres agricoles que ce qu'on a vu. Est-ce que ça veut dire que le prix du pétrole n'a pas d'influence sur les prix des terres agricoles, notamment là où il y a beaucoup de production pétrolière? Je ne crois pas que c'est le cas. Je crois que il y a une incidence. C'est simplement que si nous regardons les recettes agricoles et certains facteurs au sujet du marché des légumineuses, cela compense l'incidence qu'on a pu voir au niveau provincial en Ontario. On a vu dans quelques régions toutefois qui comptent plus sur les revenus pétroliers que d'autres, en Alberta et en Saskatchewan, qu'il y a eu aucune augmentation de la valeur des terres agricoles. Donc, il y a eu une incidence, mais c'est caché un peu, occulté par d'autres facteurs qui compensent l'incidence des variations de prix de pétrole. Merci, JP.
Je crois que tu as abordé la question qui vient maintenant, mais peut-être je voudrais en parler de nouveau. Comment expliquer la différence entre la valeur économique du sol et le prix du marché du sol? Le prix du marché du sol. J'en ai pas parlé beaucoup. Je me souviens l'année passée qu'on a passé pas mal de temps dans le webinaire de l'année dernière à en parler. C'est une bonne question. L'une des choses, moi je sais pas ce que ça veut dire, le prix du marché. Le prix du marché, c'est ce que se fait comme transaction, en fait. Mais ce que nous, faut utiliser comme outil quand on parle de l'équité, de l'évaluation des terres agricoles. Bon, prendre le prix d'une terre agricole, le prix moyen de la province qui est disponible à partir de Statistique Canada. On regarde la valeur terres agricoles. Et je ne sais même pas si ça s'appelle comme ça. C'est peut-être le prix des terres agricoles. Statistique Canada. Vous pouvez fouiller sur Statistique Canada et vous avez accès à une table qui vous donne le prix moyen à l'acre ou autre chose. Et si vous prenez cette moyenne dans votre province, vous appliquez une application d'augmentation pour 2015, le pourcentage dont vous faites état, cela vous donne le prix 2015. Et ensuite, regardez les recettes agricoles. Et ça vous donne une idée. Vous pouvez utiliser le revenu net en espèces. C'est peut-être une meilleure mesure de profit. Mais nous savons, dans notre cas, à partir de nos modèles et de nos enquêtes, que les valeurs des terres agricoles sont plus en corrélation avec le revenu global que le revenu net. Bon, vous pouvez utiliser la mesure de profitabilité qui vous convient toutefois. Bon, alors pour revenir à ce que je disais, donc vous regardez le prix, vous regardez bon les recettes agricoles, et ça c'est un rapport entre le prix des terres agricoles et des recettes que cela génère. Alors partout en finance, dans les marchés financiers, on regarde toujours un rapport de la sorte. On pense au taux de rendement de l'actif. On regarde le prix, on regarde le revenu généré par cet actif. Donc, par exemple, le marché de la bourse, il y a un prix, puis il y a une dividende. Bon. Pour voir si le prix évolue dans le bon sens. Alors, on fait l'exercice avec les terres agricoles. Voici ce qui arrive. On sait que dans les prairies, malgré les augmentations importantes qu'on a vues pour un bon nombre d'années maintenant, on fait quelques 3-5 années, malgré donc ces augmentations, le rapport du prix aux recettes est en harmonie avec le rapport moyen des 40-50 dernières années, ce qui me donne confiance que oui, les valeurs des terres agricoles augmentent ces dernières années, mais le revenu aussi. Donc, la raison pour laquelle j'insiste que quand on pense aux valeurs des terres agricoles, la chose la plus critique à penser, c'est de pouvoir maintenir le niveau de revenu généré. Bon, ça c'est pour les prairies. La situation est quelque peu plus élevée pour la moyenne des 5 ans, mais ça, il fallait s'y attendre dans un environnement où les taux d'intérêt augmentent. Donc, si on va vers le centre du Canada et à l'est, c'est là qu'on voit que le rapport est plus élevé que la moyenne. En Ontario, par exemple, ce rapport est plus élevé depuis un bon nombre d'années, 3 ou 4 années, là, que la moyenne des 40-50 dernières années. Donc, dans ce cas-là, cela devait nous faire réfléchir en disant peut-être que c'est la fin de l'augmentation forte des valeurs. En fait, il y a eu un ralentissement de l'augmentation de la valeur, ça augmente, mais seulement là où les terres agricoles sont stables depuis quelques années, les prix sont stables, et on a vu de fortes augmentations en 2011, 12, 13, et là, les prix demeurent stables. Là, et donc un plateau pour ce qui est de ce rapport. Et ça, c'est une des choses qu'il faut suivre, d'où mon commentaire que quand on pense aux valeurs des terres agricoles, ils n'augmentent pas partout. Il y a encore de bons prospects quand il s'agit de revenus, et c'est un aspect critique à maintenir. Mais si vous voulez vraiment examiner l'évaluation des terres et voir si c'est équitable sur le plan économique, ça serait un des outils que je suggère utiliser. Le prix par rapport à le revenu engendré. Merci. Puis j'ai Kira a posé une question. Quelles sont les incidences de la réduction des gaz à effet de serre sur les terres agricoles et l'agriculture? Bon, sur les terres agricoles, et sur les fermes, c'est différent. C'est deux choses différentes, mais ça, c'est des questions à long terme.
je ne sais pas si j'ai une opinion très forte. Je m'attends à ce qu'il y ait des pressions à l'avenir. Ces pressions vont se voir à court terme? Non, pas nécessairement. Je ne suis pas convaincu de cela. Je pense qu'il y a encore des facteurs à trouver, des inconnus qui auront une incidence. Et étant donné de où nous en sommes, nous ne sommes pas encore à un point où nous savons quelle sera l'incidence à long terme. Je m'attends à une certaine incidence, mais je ne suis pas sûr si l'effet sera grand. Et ce sera quelque chose qu'il faudra observer à l'avenir. Hein? Bon, alors JP, merci beaucoup. Voilà pour les questions. Peut-être maintenant, tu pourras aller prendre un petit repos, une sieste, mais très certainement, peut-être un petit résumé vite fait en 10-20 secondes, la sagesse du Dr. Phil, comme on dit. Alors, le Dr. Phil, eh bien, voici ce que je vous dirais en résumé, c'est retourner au site Internet. Nous avons un blog qui est mis à jour hebdomadairement. Nous avons le rapport lui-même qui est disponible. Vous pouvez le télécharger à partir du site de Gestion agricole du Canada. Ça vous donne un peu plus d'aperçu de ce qui se passe dans votre province. Je vous encourage à aller voir. Donc, voir notre rapport sur la valeur des terres agricoles. Visitez notre blog. Vous pouvez envoyer nos commentaires. On répond dans un temps raisonnable à vos commentaires, vos questions. Et je vous encourage à faire cela et à participer par les médias sociaux et en visitant notre site.